Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui en compagnie du Gruff. Le Gruff, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes également avec Anan, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Flavie Briand. Tes lancements ressemblent de plus en plus à un petit côté fête foraine. Oui, tout à fait. C'est la fête. C'est la fête maintenant, la cellule. En même temps, c'est Gruff. Hein, avec un maximum d'émotions. Le métro le matin, hein. On sait où vous êtes là en ce moment, chers auditeurs. Mais nous, on est là pour égayer votre matinée. Avec Morgane aussi. Morgane, bonjour. Bonjour. J'ai participé à cette folle partie de Cerbère. On a playtesté le système, testé même, puisque le jeu est sorti, le système générique pour jouer des... Alors, comment tu décrirais toi-même ce qu'on joue avec Cerbère? Alors, c'est un semi-générique. Donc ça sert, c'est un générique, semi-générique parce qu'on va en parler, qui est orienté sur l'aventure sérieuse. L'aventure sérieuse. C'est-à-dire de l'aventure à échelle humaine où une balle tue, où ça peut faire très mal et on n'affronte pas 12 adversaires de la pointe de son épée sur les quais d'une rivière. Enfin voilà. C'est pas du KPDP. C'est pas du KPDP et il y a même une philosophie derrière que j'explique à la fin du bouquin. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer déjà le titre? Cerbère. Alors, c'est plein de trucs par rapport au. De façon courte, je te prie. Je sais que c'est difficile, mais il va falloir le faire. Donc, l'origine du système de jeu, c'est Rage Victoria, qui a été la première, qui a été en fait la campagne de test du système, qui a même été le système a été créé pour jouer à Rage Victoria à ma table de jeu avec mes copains. D'accord. Et ensuite, Rage Victoria n'était pas encore sorti, il était toujours en cours d'écriture, mais j'ai utilisé Cerbère je voulais faire du COPS, donc j'ai adapté Cerbère pour faire du COPS. Mais les copains ne voulaient pas faire du COPS parce que des jeux de flics c'est chiant. Surtout à Los Angeles et surtout quand le MJ est un peu psychorigide sur les procéduraux américains, etc. D'accord. Donc, du coup, j'ai écrit Les Anneaux froids des Anneaux de Cerbère, qui est un jeu de flics mais dans l'espace. Vas-y, Anna. Le métal froid des Anneaux de Cerbère. Le métal froid des Anneaux de Cerbère. Qui est donc un jeu d'enquête de flics, mais dans une station spatiale façon Babylon 5. Voilà. D'accord. Avec l'idée de laisser les joueurs créer leur station spatiale et donc créer les règles procédurales auxquelles leurs personnages flics sont soumis. Et donc jouer non pas dans une ambiance préécrite où le MJ peut jouer son fasciste, mais un truc où tout le monde accepte de suivre des règles de société, mais que les personnages, les joueuses ont créé elles-mêmes. Alors donc du coup, plutôt que de laisser ce système pourrir dans un classeur, tu t'es dit, bah voilà, j'ai utilisé ce système pour jouer à tous ces jeux et je vais l'éditer. Donc c'est publié sur lulu.com. Ouais. Comme la plupart de tes travaux. J'invite d'ailleurs les auditeurs à bien surveiller lulu.com parce que cet homme est prolifique, mais qu'il ne le communique pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses à sortir sur Lulu, mais il faut surveiller un petit peu ce qui se passe. Donc Cerbère, en fait, moi je l'ai découvert par hasard sur Face de Book, je crois. Et voilà. Et donc c'est un des seuls que j'ai vu passer de LG. Sinon, il y a plein de choses qui sont sorties là. Il y a le Vaste Monde, il y a La Frontière. Tu as sorti pas mal de bouquins en couverture cartonnée. Aujourd'hui, c'est ceux l'année dernière, il y avait Tech testé. Noir qui est sorti il y a juste un an. Tech Noir, ouais. Tech Noir. En référence au bar dans Terminator. Je ne sais pas. Tu sais pas ? Je ne sais plus. C'est la traduction d'un jeu américain, d'un jeu de cyberpunk hard-boiled. Parce que nous, ça nous a toujours fait rire, ça, dans Terminator 2, quand la nana appelle je suis au Tech Noir. C'est peut-être de là, mais comme j'ai pas vu Terminator depuis très longtemps, tu feras attention, tu verras, il y a une pub pour ton jeu dedans. Cool. Alors, ok, très bien. Alors maintenant, on va parler de Cerbère. Alors, est-ce qu'on pourrait faire rapidement un petit tour de table pour parler un petit peu des personnages? Anne, quel était ton personnage? Alors, elle s'appelait Marie-Eugénie Verdurin. Alors... Et c'était une veuve de guerre et fondatrice d'une congrégation hospitalière pour venir en aide. Alors la première petite remarque, victimes. C'est vrai qu'avec ta description, on pourrait s'attendre à ce qu'on on joue de la SF ou du cyberpunk ou du Shadowrun-like, etc. Là, on était en 1915 en France, à Paris, donc en pleine Première Guerre mondiale. Exactement. Déjà, on a attendu un petit peu. On chuchote à l'oreille de Grumpf. Flavie, prends le micro. Qu'est-ce que tu jouais? Moi, je jouais une journaliste qui s'appelait Louise Lanné, parce qu'on ne voulait pas l'appeler Lois Lane avec Anne. Donc, elle est devenue Louise Lanné.
Et voilà, c'est une journaliste avec l'impair dont elle relève le col pour aller en filature, voilà, avec tous les stéréotypes que ça suppose, surtout en 1915. Morgane, alias Germaine. Alors parle-nous de ton personnage. Germaine Lafitte, fille de cafetier, un peu anarchiste et surtout taxi. D'accord, ok. Entendu. Et donc cette joyeuse équipe... Ah, j'ai oublié de me présenter. Moi, j'étais gendarme. Je m'appelais Poulard. Donc ma mère faisait des omelettes au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, j'étais gendarme et à la guerre, j'étais réformé parce que j'avais pris un obus dans la tête qui d'ailleurs y était resté. Ça provoquait des problèmes un peu psychotiques à mon personnage. D'ailleurs, il s'est un peu énervé à un moment donné dans le scénario. D'accord. Donc du coup, cette joyeuse équipée partait sur une enquête privée qui nous avait été offerte par le personnage d'Anne, entre autres. La disparition de 4 ou 5, je ne sais plus. 5 orphelins 5, je crois. 5 orphelins. Voilà. Alors, par où commencer ? Déjà, peut-être parler des fiches de personnages. Parce que ça, c'est quelque chose qui est toujours appréciable chez le Grumpf. Ce sont des fiches de personnages. Tiens, Est-ce que tu pourrais m'en passer une ? Ouais. Alors, donc ce sont des fiches de personnages qui sont... c'est quoi le format ? C'est du A4 en fait ? Ouais, c'est du A4. Mais sauf qu'au lieu d'être séparées par exemple en 2 par la tranche au milieu, elles sont séparées en 3 et on rabat en fait les côtés de la fiche de personnage. Et donc on se retrouve avec une feuille dépliable. C'est très compliqué à expliquer à la radio, mais en gros, on a une feuille en face de soi qui est la feuille principale où on a les compétences principales. Et quand on l'ouvre, hop, on a derrière les détails du personnage un peu plus en profondeur. Donc, ce qu'il maîtrise, donc ça va être des compétences très spécifiques. Les cultures, ça va être ce qu'il maîtrise, mais dans le domaine intellectuel. Ses talents, tu nous as pas dit ce que c'était, mais c'est... C'est des petits trucs en plus qui aident à définir le personnage, mais qui sont dans la partie optionnelle du jeu, en fait. Voilà, d'accord. Comme ça demande un tout petit peu plus de temps pour les joueuses au moment de la création de perso, je garde vraiment ça pour les campagnes ou pour les parties où les joueuses connaissent déjà le truc, quoi. Alors rapidement, j'entends que tu parles de joueuses. Est-ce à dire que à présent tes livres édités vont être en écriture inclusive ? Alors c'est pas complètement de l'écriture inclusive, c'est juste que à la base, c'était pour suivre le modèle de Brand et Coralie dans Les Lapins Marteaux, dans leur bouquin sur l'idée d'utiliser les joueuses à la place des joueurs pour parler des participants, mais en disant bien que de la même manière que les joueurs, ça désigne aussi bien des garçons que des filles, les joueuses, ça désigne aussi bien les filles que les garçons. D'accord, ouais, très bien. Et là-bas, c'était essentiellement pour ça. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu un petit effet de bord tout à fait intéressant en termes d'écriture, c'est que les joueuses, le personnage, la maîtresse de jeu, le figurant, elle, et du coup, écrire des règles en utilisant ces particules-là permet de garder des chaînes de référence absolument précis, propres. On ne se mélange plus les pinceaux, on sait tout de suite de quoi on parle et de quand on parle. Et il y a une clarté, une fluidité d'écriture qui est que j'avais jamais atteint jusqu'à présent en termes dans les règles de jeu, quoi. Et du coup, c'est vraiment hyper pratique. Toi qui as toujours la recherche de la simplicité, c'est vraiment quelque chose, un maître mot chez toi. Donc tu trouves que ça rend les choses plus simples. Ouais, les règles c'est déjà chiant à écrire, c'est pas terriblement intéressant à lire. Donc si en plus c'est compliqué, si c'est verbeux, si on comprend pas de quoi on parle, ça devient gênant. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que l'écriture ici inclusive te permet de distinguer plus nettement en fait ce qui est de l'ordre de ce qui se passe autour de la table, donc des gens autour de la table et en fait de la fiction qu'ils incarnent. Je vois Anne qui se dirige vers la fenêtre. Oui, il y a un parasite, ça ne vient pas de l'enregistrement, ça vient de dehors. C'est quelqu'un qui passe l'aspirateur dehors. Il s'en passe de drôles de choses à Vilaine-la-Juhel. Les gens ne sont pas sains ici. Ils ont perdu de la salle. Il faut se rappeler que la cellule s'est téléportée aujourd'hui. Exactement, on est dans le terrier. C'est formidable. J'aime beaucoup venir ici. Alors,
ce qu'il faut dire aussi par rapport à la feuille de perso, c'est que sur les volets qui se rabattent, se trouve en fait l'intégralité des règles du jeu. Quasiment résumé. Tout est résumé. Les règles, en fait, le résumé est aussi présent dans le bouquin. C'est-à-dire que l'ensemble du bouquin se résume en une page à la fin. Alors, Voilà. oui, néanmoins, on parle bien d'un système de résolution des actions. C'est-à-dire que ce système, c'est le système de résolution, pas le système de jeu qui reste le jeu de rôle classique que tu pratiques avec un meneur, des joueurs, etc. Pour bien comprendre. C'est le système de résolution qui figure sur la feuille. Oui, c'est les mécaniques de jeu, mais qui... Tu n'expliques pas comment jouer à Cerbère. Toi, la feuille elle-même n'est pas suffisante. Imagine, je connais pas le jeu de rôle, mais suffira pas, quoi. Non, mais de toute façon, Cerbère et puis d'une manière générale les produits Chibi, à part quelques-uns, ne s'adressent pas forcément à des foules débutants. Il y a d'autres jeux qui font ça très bien. Et de la même manière, je n'explique pas que c'est du jeu de rôle mainstream avec un MJ et des joueuses et pas un story game à MJ tournant etc. De la même manière, c'est un jeu d'aventure. C'est un jeu de rôle et d'aventure, pas un drama character-centered, etc. Tout ça, c'est dit dans l'introduction du jeu, mais c'est pas développé. Je pars du principe que si je parle d'un D10, si je mets D10 dans le truc, j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est un dé à 10 faces. Oui, bien sûr. Voilà, non platonicien. Très bien, très bien. Ok. Alors pour expliquer rapidement comment le jeu fonctionne, à moins que quelqu'un veuille se lancer. Non, j'explique. Non, vas-y. Ok, je continue sur ma lancée. Voilà. Donc pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, donc globalement on décrit, donc on a l'autorité sur son personnage, on décrit les actions de son personnage. LG joue l'intégralité des PNJ et a le dernier mot sur toutes les propositions qui concernent l'univers. Donc on est dans un jeu de rôle classique. On a chaque fois qu'on fait une action qui pourrait rater, alors je sais pas comment dire, qui dépasse les compétences d'un humain normal, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, en gros, à chaque fois que le caractère, le player skill ne suffit pas, on lance les dés, quoi. Ça c'est intéressant. Tu dis. Moi, c'est comme ça que je maîtrise. Mais plus exactement, en fait, c'est si tu vas aller par là, ce principe de système de jeu, c'est écrit, c'est les 2 dernières pages du livre. Ouais. Je sais pas si tu les as lus. Bah pas du tout. Non, pas du tout. Je l'avais sur mon bureau. Donc les 2 dernières pages du livre, c'est la coda, c'est la postface du bouquin, des règles, qui explique en fait la philosophie, non seulement la philosophie du jeu, mais surtout le rôle de la maîtresse de jeu et des joueuses et la manière dont la maîtresse de jeu doit utiliser les règles. D'accord. C'est-à-dire le principe, tel que je l'explique, c'est que en premier lieu, en fait, c'est le monde qui est c'est l'univers de jeu qui est l'arbitre de ce qui se passe autour de la table. Ouais. Et donc, on va pas jauger des actions des personnages à partir de leur feuille de perso ou de leurs capacités, de leurs compétences, etc. Mais simplement, on regarde est-ce que l'action du personnage est en adéquation sociale, physique, intellectuelle avec les données de l'univers, le moteur physique de l'univers. Et si oui, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de faire appel aux règles. Nous, c'est ce qu'on dit souvent, si c'est cohérent, ça passe. Mais cohérent par rapport à quoi ? Ici, par rapport au canon dont tu t'inspires, à savoir des films d'aventure sérieuses. Voilà, alors et donc c'est plus compliqué que ça. Parce que justement, il y a une hiérarchie qui s'établit, qui est plus intéressante, dans lequel, dans le canon de l'aventure sérieuse, la cohérence de l'univers va primer les capacités du personnage. Oui. D'accord ? Mais si tu fais du pulp ou du KPDP, les capacités du personnage vont primer la cohérence de l'univers. D'accord, ouais. Tu vois le principe ? Ouais. C'est-à-dire que, et pourtant les deux, ça va être un jeu d'aventure, mais il y en a un dans lequel l'univers dit non, se battre à 12 contre 1, c'est stupide et ça n'existe pas, ça ne marche pas. Le monde ne t'autorise pas à te battre contre 12 adversaires. Oui. Et dans un jeu de KPDP, si ta feuille de personnage te dit que tu es capable de te battre contre 12 adversaires, alors tu te battras contre 12 adversaires. Très bien, ouais. Tu vois ? Donc, et donc cette hiérarchie, en fait, j'établis une hiérarchie dans
dans Cerbère, Ouais, qui est valable pour Cerbère, mais si tu joues à Mordiou par exemple, la hiérarchie va s'inverser. D'accord. Je voudrais passer juste la parole à Anne, 30 secondes. Est-ce que tu avais Oui. déjà joué à Cerbère avant? Oui, mais pas beaucoup, et ça fait un sacré paquet de temps. Si j'allais te poser, est-ce que tu trouves que ça ressemble à une partie typique de Cerbère d'ici? Écoute, Tu sais pas ça j'aurais du mal à te le dire, mais moi je pourrais dire que oui quand même. Donc là, ce qu'on a fait, c'est assez prototypique de ce que le jeu permet de faire. Oui, je pense, dans mon souvenir en tout cas, oui. Très bien, très bien. Donc ça, c'était une question, c'est un peu une question canonique de ces. Est-ce qu'il y a des scènes que tu veux particulièrement voir émerger avec ce jeu, LG, des types de scènes? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, moi, j'imagine, tu vois, quand j'ai vu Cerbère et la promesse du jeu, parce que j'ai lu que les premières pages, je me suis dit, ok, c'est un jeu pour jouer des mecs en impair sous la pluie. C'est presque du roman noir ou même dans la SF, tu vois, du Blade Runner. Blade Runner, ça te semble déjà trop... Non, Blade Runner, ça pourrait le faire. C'est Cerbère, quoi. Ouais. Mais en fait, Cerbère, c'est de l'aventure réaliste. Ça veut dire quoi? C'est comme je mets dans l'intro, c'est pour faire des canons de Navarone, ce genre de choses. Donc, c'est pour faire des trucs dans lesquels il y a des gens qui vont agir, qui vont prendre des risques, qui vont se confronter à une adversité extérieure, etc. Ouais. Mais dans un canon d'une certaine forme de réalisme. Et donc le jeu les mécaniques du jeu sont taillées pour essayer de maintenir ou de provoquer ce réalisme. D'accord. Avec la maîtrise des outils, avec les cultures, voilà. Flavie. Alors, moi, j'ai trouvé que oui, c'était du sérieux, mais avec des personnages à spécialisation. En fait, c'est des personnages qui sont extrêmement spécialisés quand on va lancer un dé. En fait, normalement, on n'a qu'un dé. Et on va avoir de plus en plus de dés selon ce qu'on sait faire, en fait. Et pour moi, il y a vraiment un côté, oui, où il va falloir expliquer, avec aussi le background, ça va avec, pourquoi, en fait... Pourquoi est-ce que je sais mieux que les autres crocheter cette serrure? En fait, c'est pas n'importe qui pourra pas crocheter n'importe quelle serrure. Il y a un petit côté spécialisation, mais en moins lourd que Shadowrun, quoi. Parce que, évidemment... Oui, alors voilà, c'est un jeu qu'on cite souvent là-dessus, c'est donc un jeu à compétences comme Shadowrun, en fait, où les personnages ne sont définis que parce qu'ils savent faire des choses. Sauf que là, il y a aussi quand même la culture qui va avec, mais qui aide aussi à préciser la spécialisation. Mais voilà, c'est pas juste de l'aventure sérieuse en mode impair. C'est à côté, il va y avoir quand même, vu que c'est ça qu'on a sur la fiche de perso, des capacités, etc., ça va sous-entendre un certain type de scènes. Donc des scènes d'investigation, des scènes, ça peut pas être l'aventure où on part sur un bateau et puis de la liberté, etc. Il y a vraiment un sous-entendu derrière. Puis dans la mesure où on joue des personnages humains. Alors, il faut savoir que faut expliquer quand même le système de résolution pour comprendre pourquoi et comment ça fonctionne. Première étape, si on est un être humain, si on fait une action humaine, on a le droit de prendre un dé et de le lancer. Si on a une compétence en rapport avec l'action qu'on est en train de faire, on peut prendre un deuxième dé et le lancer. Et puis enfin, si on a une culture ou une maîtrise supplémentaire, on peut lancer, en plus, on peut lancer un dé supplémentaire. Autrement dit, on peut lancer un maximum de 3 dés 10. Et le but, c'est de maximiser les 8, les 9 et les 10 en lançant dans ces lancers pour faire les meilleures réussites possibles. Donc, en fait, on est invité constamment déjà à décrire des actions à échelle humaine, des actions qui restent humaines, parce que sinon, on ne peut pas lancer le premier dé 10 pour pouvoir le lancer, il faut qu'on fasse quelque chose d'humain. Si c'est inhumain, on ne peut pas lancer le dé. Donc on est fort, tu vois, ça c'est un appel fort à la cohérence dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. L'idée c'est qu'on lance de 1 à 3 dés et on lit le meilleur des 3 dés. Mais la philosophie, en fait la première philosophie c'est de dire si tu n'as pas, tu fais, si tu as, tu fais mieux. Donc il n'y a jamais d'interdiction d'accomplir quelque action que ce soit. La seule limite, c'est la limite habituelle de si tu es un humain et que tu veux soulever un rocher d'1 tonne, tu n'y arriveras pas. Voilà. Par contre, si tu as la compétence force
et que tu as une maîtrise des leviers et des points de pivot, alors le rocher d'une tonne, oui, tu vas le déplacer. Mais pas parce que tu es humain, mais parce que tu as des compétences techniques et tu as du matériel. Donc la maîtrise, c'est le matériel, c'est la connaissance du matériel à utiliser, etc. Les compétences, c'est les savoir-être et les savoir-faire. Et les cultures, c'est la connaissance d'un milieu social dans lequel on a grandi, dans lequel on travaille, dans lequel on fréquente, etc. Et dont on connaît les us, les usages et tous les codes et la manière de s'y comporter, quoi. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, si c'est à portée humaine, le premier dé, c'est parce que ton action, elle est juste tu tentes faisable. quelque chose, parce que tu tentes quelque chose, truc en fait. et que tu es censé pouvoir le faire. Voilà. Le deuxième et les troisième dés, c'est à cause de la compétence, de la maîtrise, de la culture, etc. Et si, bien entendu, tu t'attaques à quelque chose qui, par exemple, se battre à main nue contre un tyrannosaure, t'as pas le dé humain, enfin t'as pas le premier dé parce qu'un humain face à un tyrannosaure, il perd. Ouais. Par contre, si tu as du combat, c'est la compétence combat, et que tu as une maîtrise des armes de gros calibre, logiquement, tu as des chances de pouvoir tomber le T-Rex malgré tout. Voilà. À savoir que seul le 1 et le 2 sur un dé... seul le 1 et le 2 sur un dé est un dé qui échoue, en fait. Tous les autres... entre 3 et 7, c'est une réussite mineure. Et après, il y a de la réussite majeure à 8 et 9 et 10. Il y a la réussite exceptionnelle quand au moins 2 dés ont 8 ou plus. Voilà. Oui, alors, tout à fait. Donc voilà. Donc en fait, on ne peut pas... Quand on lance le dé, en fait, les probabilités qu'on rate, si l'action est humainement faisable, on va dire ça comme ça, sont quand même extrêmement faibles. Si tu lances qu'un seul dé, tu as une chance sur 2 de rater. Enfin, t'as une chance sur 2. T'as une chance sur 5 de rater. Ouais, c'est très peu, tu vois. C'est très peu, mais avec pour un ça que seul tu dé. dis, Et en fait, dès que tu lances 2 dés, tu passes, je crois que tu passes à 60% de chance de réussite, et tu passes à plus de 80% de chance de réussite avec 3 dés. Donc, effectivement, plus tu lances 2 dés, plus les probabilités de... Je crois que c'est même pire que ça, c'est 96% de réussite avec 3 dés. Tu peux pas, tu vois. Donc, tu peux... À partir du moment où tu es compétent et que tu sais faire les choses, tu as peu de chances de te rater. Mais dans la vraie vie, c'est la même chose. On prend un truc tout bête comme conduire sa voiture. Si on avait une chance sur 5 d'avoir un accident grave à chaque fois qu'on monte en voiture, on ne monterait pas en voiture. De la même manière que les gens ne montaient pas spécialement dans les biplans en 1915, sauf obligation ou sauf parce que c'était des tarés et qu'ils n'avaient pas peur. Mais avec des taux de crash de 40% des élèves pilotes au début de la Première Guerre mondiale, par exemple. Tu vois, on était dans ce truc-là. Les mecs, ils avaient un dé parce qu'ils montaient dans la machine et que après ils allaient voir comment ça allait marcher, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, tu montes dans une voiture, tu as ton dé de pilotage, tu as la compétence pilote, tu as ton dé parce que tout le monde sait conduire une voiture ou a vu comment conduire une voiture quand il était gamin, ou est monté dans une voiture, donc est habitué à la vitesse que ça peut avoir. Et puis éventuellement, tu as un troisième dé parce que Donc fondamentalement, l'idée du jeu, on revient sur le réalisme, c'est de dire que logiquement, quand tu maîtrises ton sujet, tes chances de vraiment te planter alors des chances de faire des trucs pas terribles, ça arrive. Tu fais des réussites mineures ou des échecs mineurs, les chances de te planter, c'est inexistant ou presque. Réalisme ou cohérence? Moi, je verrais plutôt dans la cohérence. Oui, mais c'est cohérence par rapport à un univers... Parce que le réalisme, comment dire... Oui, mais on n'a pas fait des trucs réalistes, en vrai, ce soir. On était dans une histoire, c'était cohérent. Oui, mais c'était cohérent par rapport à un univers terrien, exactement, avec un moteur physique terrien et un moteur social terrien. Enfin, et cohérent avec le type de film ou de fiction que tu cherches à émuler, tu vois. Oui, des films d'aventure, donc il y a toujours un côté un peu... Voilà. Mais les PNJ tels qu'ils étaient incarnés ou les trucs,
Personne n'était capable de sauter de 3 étages par une fenêtre. Si tu voulais ouvrir une porte, fallait utiliser des rossignols. T'avais pas. Heureusement que Morgane était là pour nous aider à crocheter les serrures, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que on était sur une cohérence terrienne entre guillemets. Alors, donc un truc qu'il faut rajouter, c'est ces bonus de circonstances. Il y a des bonus de circonstances qui sont accordés, soit des avantages qui peuvent booster notre lancer de dés à +2 sur le meilleur des jets de dés, enfin sur le meilleur lancer de dés. Donc à chaque fois on lance plusieurs dés mais on n'en garde qu'un seul, et les avantages vont nous permettre de booster globalement la réussite de ce dé. Ou alors, quand on a plusieurs avantages, on peut les distribuer sur plusieurs dés. Bon, ça, je passe un peu les détails. Oui, j'ai bien compris, mais je préfère passer. C'est juste qu'on a des avantages et des désavantages qui sont des éléments tactiques qu'on va aller chercher par les descriptifs, par les idées, etc. Donc ça amène la joueuse à poser des questions, à essayer de trouver des solutions pour faire mieux que normal. Alors justement, est-ce que autour de la table, là, vous avez cherché, Anne, est-ce que tu as cherché à un moment donné à maximiser tes avantages, tes désavantages dans la partie? Est-ce que tu as cherché, tu t'es posé des questions pour ça? Non. Pas du tout, à aucun moment? Non. Mais c'est pas le réflexe que j'ai, quel que soit le système. Je me suis dit, oh oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord, vous aviez complètement... Même chose, Morgane, pareil, t'as pas cherché à maximiser les Jamais. Jamais, ok. Je pense que c'est plus un truc qu'on chope à l'habitude sur une première partie où on découvre le système, on joue... Moi, j'ai pensé à ce moment-là, Anne et moi, on s'est regardés, si mes souvenirs sont bons, genre, ouais, il a pensé aux avantages et désavantages. Attends, j'ai pensé qu'à ça pendant toute la partie, moi. Moi, j'ai jamais. Pervers. Mais oui, pervers, cerbère. Non mais j'ai pensé qu'à ça pendant toute la partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, le système, on va réussir. On va réussir. Si on lance les dés, on va réussir, c'est sûr. Sauf si on fait des choses inhumaines, mais globalement, on va réussir. Donc, qu'est-ce qui va distinguer le skill, tu vois, le bon joueur du moins bon joueur? C'est ça. C'est la façon dont on va décrire les actions qui va nous donner des avantages, et du coup on va maximiser nos chances. Les avantages, d'abord, ils servent surtout à enlever les désavantages. J'ai pas beaucoup joué aujourd'hui sur les désavantages parce que j'ai pas eu beaucoup d'occasions, et parce que sur une partie relativement courte, j'avais pas non plus envie de trop prendre de temps là-dessus. Ensuite, les avantages, ils servent à ne pas obtenir seulement des réussites mineures, parce que les réussites mineures, restent des réussites mineures. C'est des réussites à compromis, donc oui, tu réussis, mais ou tu échoues, mais pas trop non plus, quoi. Oui. C'est souvent l'exemple que je donne, c'est parce que si ton personnage cherche à sortir d'une maison discrètement et il fait une réussite mineure, tu as le choix entre t'es resté discret mais t'as pas pu sortir, ou t'as réussi à sortir mais on t'a vu. C'est ça le principe d'une réussite mineure, du compromis de la réussite mineure. Donc oui, tu réussis, mais ça change tout. Tu vois. Okay. Et de la même manière, donc là, aujourd'hui, il n'y a pas eu énormément d'occasions de vraiment mettre ça en scène pour plein de raisons, parce que c'était surtout de l'enquête, parce qu'il n'y a eu pas tant de jets que ça, etc. Mais c'est ça le truc. Donc les avantages, ils servent surtout à essayer de passer en réussite majeure, donc sortir et rester discret, ou voire à passer en réussite exceptionnelle, c'est-à-dire sortir, rester discret et embarquer un truc au passage. Ok, parce que j'étais en train de me faire la réflexion que le système, si je me bats contre un dinosaure, par exemple, ce qui est l'exemple que tu as donné tout à l'heure, en fait, si j'ai combat, par exemple, les pistolets, je lance 2 dés, d'accord ? Oui. Ça veut dire que j'ai quand même de grandes chances de réussir mes actions. Je vais gagner contre un dinosaure. Alors, c'est surtout que là, en plus, tu parles du système de combat qui est équivalent mais un poil différent, puisque le système de combat, c'est pas des réussites mineures majeures, c'est chaque dé inflige des dégâts. Donc je vais finir par le bouffer, moi, mon dinosaure. Bien sûr. T'as un gros calibre, tu commences le combat à 200 mètres, tu sais courir un peu et te cacher. Normalement, s'il te rattrape, il te mâchouille, mais sinon tu lui mets une balle. Enfin, c'est comme un rhinocéros, quoi. Ouais. Par contre, faut pas te rater. Ouais. Et puis, du coup, si tu fais que des 1 ou des 2 sur tes 2 dés, ou même des 3, et que tu peux pas booster ces dés-là, tu fais que 1 point de dégâts par 1 point de dégâts par 1 point de dégâts par 1 point de dégâts, tu laisses beaucoup de temps aux dinosaures de te rattraper. Si tu vas chercher les avantages, tu prends le temps de viser, tu te poses, tu bénéficies des bonus que tes copains te donnent, etc., etc., et que tu fais un bon jet,
parce que justement tu fais des bons jets, parce que tu vas avoir tes avantages, alors c'est pas 1 point de dégâts par 1 point de dégâts que tu files, mais ça va être 6 points de dégâts par 6 points de dégâts. Et bah, du coup, peut-être qu'en 2 ou 3 tirs, tu vas pouvoir le coucher, alors que dans l'autre cas, il t'en faudra 25, et auquel cas, il t'aura mangé avant que tu aies fini ton chargeur. Est-ce que tu as des questions ? Moi, j'ai une batterie de questions. J'ai une batterie de questions, mais d'abord les tiennes, puisque les miennes vont embrayer sur un autre sujet. Ok. Bon, moi, j'ai une première question. À un moment donné, je pense que celle-là, elle est facile. Tu as dit, tu fais pas le jet de dés, parce que là, c'est un indice. Est-ce à dire que le meneur de jeu a des conseils de préparation qui font qu'il sait que pour certains jets de dés, enfin, que pour certains éléments de la fiction, les joueurs doivent les trouver nécessairement, et comment ça se passe, ça ? Alors là, il y a 2 éléments. Premier élément, c'était la question du temps cet après-midi, où j'avais pas beaucoup de temps et il fallait que ça avance. Donc, à un moment donné, j'ai pris un raccourci. Et puis la deuxième, alors ça pour le coup c'est un truc que j'ai plus expliqué, j'ai commencé vraiment à expliquer un petit peu dans Dragon de Poche et ensuite dans justement le Métal Froid des Anneaux de Cerbère, qui est un jeu d'enquête. Et c'est un truc que j'essaie de mettre maintenant dans les jeux que j'essaie de développer, je continue à développer petit à petit en essayant d'affiner un peu mon propos, qui est comment le MJ doit-il gérer un jeu d'enquête pour que les joueurs s'emmerdent pas et qu'ils aient pas l'impression d'être constamment dans le mur à l'aveuglette. Et le principe, il tient sur 2 choses. C'est que, tout d'abord, une enquête, c'est un puzzle dont les personnages ne connaissent ni le motif, ni le nombre de pièces, ni la forme des pièces. Oui. Et des fois, en plus, c'est plusieurs puzzles mélangés. D'accord. Donc, si en plus, tu t'amuses à cacher les pièces, les joueurs n'y arriveront jamais. Et donc, un des principes absolus pour que les joueurs ne s'emmerdent pas et n'aient pas l'impression de rentrer dans des murs en permanence, c'est simplement, si un joueur pose une question, une joueuse pose une question, alors la maîtresse de jeu doit donner une réponse. Ça peut être une réponse directe, l'indice c'est ça. Ça peut être une réponse indirecte, tu penses que tu pourrais trouver l'indice à tel endroit. Ou ça peut être un truc aussi bête que non, là, vous refroidissez, c'est vraiment pas dans cette direction que vous devriez chercher. Voilà. Mais grosso modo, à chaque fois que quelqu'un pose une question autour de la table, il doit y avoir une réponse qui fait avancer le schmilblick. Tu peux pas dire non, tu trouves rien. Non, il n'y a rien à cet endroit-là. C'est un peu le principe qu'il y avait dans le donjon de Nixon. Clinton-Nixon. Nixon-Clinton, je ne sais plus. Bref. Si, c'est ça. Qui disait mon elfe fait un jet pour chercher les portes secrètes et il réussit son jet. Et s'il n'y a pas de porte secrète dans la pièce, le jet ne sert à rien. Donc, par principe, ils ont commencé à leur table de jeu à l'époque. Si le elfe fait un jet pour trouver les portes secrètes et qu'il réussit son jet, alors il y a une porte secrète. Même si elle n'était pas sur le plan avant. Maintenant, elle est sur le plan. D'accord. Et cette philosophie-là, que moi j'ai découvert il y a une grosse dizaine d'années, a été super fondatrice sur plein de trucs derrière, et notamment sur les jets d'enquête, que je menais un peu comme ça déjà, mais qui... Voilà, c'est si tu fais une action qui te permet d'obtenir une réponse, alors tu auras une réponse, même si tu cherches pas au bon endroit. Très vite. Oui, puis en plus c'est très très important parce que ça break aussi un certain type de masterisation qui sont les masterisations de pièges. Où en gros, on te dit ça pour te perdre et puis tu vas passer un quart d'heure à faire un truc et au final, ça servait à rien. Ouais. Et moi, ça me plaît beaucoup, parce que moi, j'ai jamais masterisé comme ça parce que je détestais ça. Et ça me plaît beaucoup quand je vois des jeux où on te dit, bah non, si la personne, elle a cherché un truc et que tu lui as pas dit dès le début qu'il fallait pas chercher le truc, si elle le trouve, elle le trouve. C'est à un moment, ça sert à rien de faire des lancers de dés en disant il cherche un truc qui n'existe pas. Oh, je suis un génie. Non, c'est juste chiant. Et puis surtout, il y a tellement d'autres manières de piéger les joueurs. Comme tu disais, si tu mélanges deux puzzles sans leur dire, déjà c'est compliqué de trier les pièces. Et puis ensuite, tu peux dire la vérité en permanence. Tu peux donner des faits en permanence. C'est pas pour autant que les faits, les joueurs, il faut encore qu'ils les analysent derrière. Ouais. Et si les joueurs se plantent et que tu as réussi à donner des faits qui sont suffisamment ambigus pour que plusieurs solutions soient possibles et que c'est pas les bonnes qui soient prises, à un moment donné, tu as commencé à raconter des trucs pendant la partie au début, façon Castle. Oui, alors en fait, on a tel indice, donc je pense que l'histoire c'est ça.
C'était très drôle, complètement à côté de la plaque, mais très drôle. Et en fait, le personnage de Flavie me l'a fait remarquer. Voilà. Et en fait, t'as pas besoin de piéger les joueurs. Ils le font très bien tout seuls comme des grands. Ils se piègent tout seuls, ça c'est clair. Un dernier élément plus de game design assez technique. Donc, je suis désolé si vous avez pas ressenti le même problème que moi. Et voilà. C'est très compliqué à expliquer. Quand tu demandes un jet de dés, le souci, c'est que je ne sais pas à l'avance, quand je ne sais pas ce que je vais trouver, je ne sais pas à l'avance laquelle de mes compétences va être utile à l'obtention de l'information. Je te cite un exemple. À plusieurs moments, en fait, je t'ai donné l'intégralité de mes maîtrises en te demandant est-ce que sur cette scène, ma maîtrise au pistolet va être utile ? Est-ce que ma maîtrise en armurerie va être utile ? Est-ce que ma maîtrise en filature va être utile ? Est-ce que ma maîtrise en investigation va être utile ? Autrement dit, je t'ai énuméré toutes mes maîtrises pour savoir si par hasard, il y en avait une qui allait être utile. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que, par définition, quand un PJ cherche un indice, il ne sait pas à l'avance ce qu'il va trouver. Et donc, c'est extrêmement difficile de savoir, en fait, quelles vont être les compétences et les maîtrises utiles à l'obtention d'un indice. Si je me baisse par terre et que je dis je cherche un indice par terre, dans la mesure où je ne sais pas quelle va être la nature de ce que je vais trouver, je ne sais pas non plus quelles vont être mes compétences utiles. Et donc ça, j'ai eu plusieurs problèmes de ce type-là. Moi, je peux t'expliquer pourquoi tu as eu ce problème-là. Parce qu'on avait deux façons de jouer différentes à Cerbère, toi et moi. Moi, avant de faire le jet de dés, j'expliquais par avance quelle allait être la façon dont j'allais chercher le truc. Je ne cherchais pas un indice spécial, j'expliquais comment je faisais l'action. Ce qui fait que je n'ai jamais eu le même problème que toi, puisqu'en fait, pour pouvoir jouer à Cerbère, qu'est-ce que je faisais quand je réfléchissais à ce que je devais faire, je regardais d'abord mes capacités. J'en ai 4, agilité, discrétion, éloquence, instinct. Je regardais laquelle je pouvais utiliser, puis j'allais dans mes maîtrises et j'allais dans la culture, et j'expliquais ce que j'allais faire. Ce qui fait que quand je disais, d'ailleurs, à un certain moment, je disais à LG, d'ailleurs, je veux faire ça. Du coup, il me disait, à un moment, il était obligé de me dire, non, attends, parce que du coup, moi, j'étais en fait assez clair ce que je voulais faire. Toi, c'était l'inverse, t'étais plutôt en joueur qui attend que le MJ lui dise comment trouver l'indice. D'accord, ouais. Et du coup, ça a été deux façons très très différentes de jouer. De la même façon, à un moment, plutôt, en gros, on attend dans une salle d'attente et il y a plein de monde, donc je me mets à faire semblant de tousser, à faire semblant d'avoir genre la lèpre ou le choléra pour que les gens veuillent partir du voilà. Et donc là, l'action est assez claire. Du coup, ça va être assez clair ce que je vais devoir utiliser sur ma fiche de perso. Alors que toi, tu disais, je cherche. C'était toujours assez vague en fait. Alors, c'est exact, mais j'ai un petit contre-exemple. J'ai même deux contre-exemples. Il y a des moments où LG donnait des bonus d'avantage parce qu'on avait une maîtrise. Alors, en fait, les deux... Au lieu de nous permettre de lancer le dé, il disait... Voilà, vas-y. En fait, c'est super intéressant parce que en fait, les deux méthodes sont valides. Les deux manières de jouer l'un et l'autre sont valides, mais vont vous apporter des choses différentes. C'est-à-dire que, effectivement, dans le cas de Flavie, quand tu me dis... j'utilise tel truc, et que tu cherches un indice dans ce truc-là, dans cette direction-là, tu auras un indice dans cette direction-là, qui n'est pas forcément l'indice que tu pourrais attendre ou que tu pourrais trouver naturellement, machin, mais tu orientes le type d'indice que tu pourras trouver ou la manière dont éventuellement je peux t'amener un indice, etc. Quand c'est en mode plus, ok, je regarde, ou je regarde le truc et... qu'est-ce que je peux utiliser pour avoir une information sur l'objet que j'observe, en sachant que je ne sais pas exactement ce que j'observe, mais vu que je ne sais pas ce que j'observe, mais j'observe un objet précis, dis-moi qu'est-ce qui est sur ma feuille de perso pourra me donner des avantages ou des bonus pour analyser l'objet. Et du coup, là, tu es plus sur l'idée d'avoir déjà un indice dont tu ne sais pas ce que c'est. Ou un lieu à explorer dont tu sais pas ce que tu vas trouver. Ouais. Et donc dans un cas, en fait, tu pars de ce que tu as déjà et tu vois comment ton personnage l'identifie ou l'analyse. Ouais. Et dans l'autre cas, tu réfléchis à ce que ton personnage, à quoi ton personnage peut penser. Mais oui.
et tu trouves un indice qui va être dans l'angle de perception du truc. Dans un cas, c'est le joueur, la joueuse qui a l'initiative. C'est-à-dire que c'est la joueuse qui te dit MJ, j'utilise ça, et je te donne la direction. Dans un autre, c'est le personnage qui prend l'initiative. C'est-à-dire, en gros, je dis, étant donné mon personnage, qu'est-ce que je vais découvrir ? En fait, dans un cas, le personnage zoome sur un élément d'information dont il veut avoir dont il veut tirer des choses, et dans l'autre cas, le personnage, en fait, ou la joueuse resserre l'angle de vision pour trouver quelque chose dans cet angle de vision. Mais les deux, en fait, sont utiles, et c'est deux manières qui, en fait, dans la plupart des enquêtes, en réalité, les personnages passent leur temps à faire par des... C'est holistique, en fait. Tu pars d'un truc, tu fais des sauts intuitifs d'un indice à un autre. Tu te dis, ah ouais, mais ça devrait être quelque chose comme ça. Du coup, et si je cherchais dans telle direction, est-ce que ça pourrait m'obtenir des trucs ? Et là, le MJ soit te donne des informations, soit te dit, bah non, tu refroidis, ou là, vraiment, personne n'est capable de te dire quoi que ce soit. Mais comme on passe notre temps à faire des sauts, des sauts intuitifs d'une idée à une autre en permanence, et par expérimenter des choses, en fait, c'est l'usage de deux outils différents. Oui. D'une part, c'est un radar, et de l'autre part, c'est un microscope, on peut dire. Ok, d'accord, très bien. Donc, pour toi, pas de problème. Ah non, au contraire, c'est une grammaire plus large de l'enquête, qui est plus intéressante du coup. Intéressant. Alors du coup, j'ai une question à te poser sur la structure du scénario. Ce sera ma dernière question. Sur la structure du scénario, est-ce que les indices est-ce que tu as prévu les indices à l'avance ou uniquement la trame principale ? Alors, je pourrais te montrer tout à l'heure ce que j'avais pris comme note sur mon carnet. Tu vas me le dire maintenant. Alors, je peux te dire. Mais si tu me le montres tout à l'heure, les auditeurs, ils vont pas le voir. Donc, en gros, j'ai commencé par noter Scénar Cerbère 1915. 28 juin 1914, assassinat, gueule cassée, secte des Fées Noirs. Et après, orphelinat Saint-Victor, enlèvement de 5 enfants, tous nés après le 28 juin 14, personnel drogué, un indice, un étui de munitions sculptées qui donne secte des Fées Noirs, et un flacon de chloroforme, nom d'un médecin dessus, flacon volé par un patient gueule cassée. Derrière, je note Nepomucène Scarlatti, chef de secte, sacrifice des enfants dans le métro pour faire cesser la guerre. Voilà mon scénario. Okay, donc tout le reste, ça a été du... Donc tu avais quand même les deux indices de l'orphelinat qui étaient prévus. Bah, j'avais deux angles. En gros, j'imaginais que vous auriez deux trucs à analyser qui mèneraient qui seraient deux façons différentes d'arriver au même truc, et c'est ce qui s'est passé. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que l'un d'entre eux vous a donné la gueule cassée et l'autre vous a donné Nepomucène. Ça veut dire que tout le reste, donc la scène avec l'informateur dans le bistrot, la scène avec le bibliothécaire, enfin c'était un expert. C'était quoi déjà, Anne, que tu avais ? C'était un religieux qui était enseignant en établissement privé et qui avait sa bibliothèque personnelle. Voilà, c'est ça. Et donc il t'a permis de décoder en fait les glyphes grecs qui figuraient sur c'était du grec ancien. Donc voilà, c'est ça. Et toi, Morgane, qu'est-ce que tu avais fait avec Germaine ? T'avais tenté aussi de faire une scène d'investigation. Qu'est-ce que tu avais fait déjà ? Rechercher des indices et des déplacements. Je t'entends pas. Rechercher des indices et des déplacements autour de l'orphelinat. Ah oui, c'est ça. Tu avais découvert notamment le fait qu'il y avait une voiture qui avait démarré en trombe, etc. Alors, je suis désolé, dernière question. T'as imposé des tours de table pendant la partie. Oui. T'as dit toi, puis toi, puis toi, puis toi. Oui. Ça fait longtemps que tu fais ça ou t'as toujours fait ça ? J'ai l'impression que c'est nouveau, priori, ça. En fait, ça fait longtemps que je le fais, je pense, relativement naturellement. Mais c'est devenu, en fait, suite à de longues discussions avec Anne et des expériences en convention et plein de choses, c'est devenu très conscient, enfin, on va dire. C'est pour éviter le joueur grande gueule qui prend toute la place. Pas seulement, c'est parce que je crois que fondamentalement, le premier rôle de la maîtresse de jeu, c'est d'assurer la distribution de la parole. D'accord, ok. Il faut être hyper fasciste, mais à ce niveau-là, parce que des fois, effectivement, il y a des joueurs grande gueule qui, ils font leur truc, et puis tu t'apprêtes à passer à quelqu'un d'autre, et là, au fait, après, je vais faire ça, et ensuite, je fais ça, et d'ailleurs, je vais faire ça aussi, et c'est tout à l'heure, je fais d'abord mon tour de table et je reviens. Alors,
Flavie l'a fait tout à l'heure, mais Parce que mais je suis un peu trop fougueuse quand on mais démarre ouais, une mais t'es enquête. pas la seule. Enfin, je veux dire, j'ai eu d'autres joueurs à qui qui m'ont fait le coup. Généralement, parce que ça se passe bien, je fais une fois, non, je passe d'abord aux autres et je reviens à toi. Et comme en plus les gens sont habitués au fait que je fais tourner, et s'habituent vite au fait que la parole elle tourne vite. Du coup, finalement, il y a une discipline. Et moi, je sais que, il y a 2-3 ans, j'étais sorti d'une convention et à la fin de je mène en convention et à la fin de la table, il y a une des joueuses qui me dit, putain, extraordinaire, cette manière de distribuer la parole, j'ai jamais vu ça nulle part. Et tout d'un coup, tout le monde pouvait parler et savoir, en sachant qu'il allait avoir son espace de temps et elle était juste ce truc-là. Le reste, je suis pas sûr qu'elle ait. Elle avait bien aimé et tout, mais ce truc-là, elle a vraiment pointé à la fin de la partie et j'étais là en mode yes, c'est bon. Ça veut dire que cette méthode-là, elle fonctionne. Et alors, c'est un truc qui a été un peu structuré dans Index Card RPG. D'accord. Mais alors du coup, c'est quoi ça, Index Card? Alors Index Card RPG, c'est un jeu de la mouvance OSR. Qui est plutôt pas mal, qui a plein de bonnes idées. Et tout le monde m'avait vendu le jeu en me disant oui, il y a ce truc-là, notamment Kobayashi, qui est un gros fan, qui me disant ouais, il y a vraiment des outils pour le fait. Tout est dans Index Card RPG, tout est géré par tour. C'est-à-dire qu'on se met d'accord que là, ça va être un tour de 10 minutes. Donc pendant les 10 prochaines minutes, chacun parle et dit ce qu'il fait dans les 10 minutes qui viennent. Le tour d'après, c'est peut-être un tour d'1 heure, et donc chacun dit ce qu'il fait pendant l'heure qui suit, etc. Donc il y a des intervalles de temps variables, mais chacun explique ce qu'il fait par intervalle de temps. Donc si c'est le round, parce que c'est un round de combat, on est en initiative habituelle, ploum, on joue le truc. Et si c'est la prochaine demi-journée, qu'est-ce que chacun fait ? Eh ben, chacun exprime son action de la demi-journée à venir. Mais en ayant eu, même en disant, en ayant son tour de jeu et en disant, moi je fais rien, je me repose, peu importe. Mais t'as ton tour de jeu. Alors, bon, j'étais un peu déçu quand j'ai chopé le jeu parce que parce que ça tient en une page en fait. L'explication, c'est une page sur les 80 pages du bouquin. Et je trouvais que j'étais un peu déçu parce que c'était pas un vrai outil. Puis c'est un truc que je faisais déjà intuitivement depuis très très longtemps. Par contre, je reconnais que je le faisais intuitivement. Et que ce truc-là m'a aidé à encore mieux le structurer dans ma tête. Fabien dit souvent, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Voilà, exactement. Pardon. Non, mais voilà. Donc, et donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais ça vraiment mais bien, je crois que c'est hyper intéressant. C'est hyper important de maintenir. Et puis, y compris d'ailleurs, si tu veux maintenir du rythme, tu fais jouer les joueurs dans l'ordre, tu distribues, et à un moment donné, quand il se passe un truc, tu coupes un joueur sur un cliffhanger et tu passes au suivant. Et du coup, le joueur qui était en train de faire un truc, mais ça fait déjà 10 minutes qu'il parle, et que tu arrives à trouver un cliffhanger, ça fait 10 minutes que tu attends pour voir ton informateur, et là, à ce moment-là, tu le vois rentrer dans le bar, il a l'air inquiet, ok, joueur suivant. Alors, tu vois, avec deux limites néanmoins, c'est-à-dire que je trouve ça très bien dans les scènes d'enquête, c'est-à-dire que chacun séquence sa recherche d'indices, mais dans les scènes d'action, je sais pas ce que t'en as pensé, Morgane, mais tu sais, la scène finale où on est avec le flingue, je sais pas, j'ai trouvé que le fait que tu montes à l'étage, ça a été oublié en fait dans la fiction, parce que on a tellement séquencé la scène d'action entre nous deux, nous trois même, parce que toi aussi ça t'a permis de fuir Anne aussi dans la scène. Oui, moi je suis sortie. Exactement, qu'au final en fait il se passe des choses dans une scène qui rentrent en contradiction avec ce qui a été préparé par une autre joueuse avant. Oui et non, c'est-à-dire que tu t'es pas senti squeezé à ce moment-là, Morgane, toi, dans ton action, t'as pas senti que ça... J'ai trouvé que c'était un peu... Oui, mais c'est difficile aussi de partager, parce que là, tu étais dans un moment d'action, et si on retombait dans... elle monte à l'étage et fouille les chambres. Germaine, ouais. Germaine, il y a un rythme qui est perdu aussi dans l'histoire, même pour tous. Donc du coup, tu vois, t'as sacrifié... Moi, je trouve qu'elle a sacrifié son action
au nom du rythme en fait. Oui et Alors non, que si on n'avait été pas au tour par tour, elle m'aurait interrompu. Non, parce que en vrai, on était sur une scène d'action. On avait tiré une initiative. Enfin voilà, on était sur une scène d'action. Et en vrai, le problème, c'est que si on avait vraiment fait la scène d'action complète, le truc, ça aurait été, ok, tu menaces le mec, tu lui causes, tu montes 5 marches, tu fais le truc, tu l'empêches de libérer son chien, tu montes 5 marches, tu arrives sur le palier, etc. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir jouer sur les trucs, c'est-à-dire que quand un joueur, enfin, même moi, quand je suis joueur, que je prends une décision pour une raison ou une autre, ça m'est arrivé hier, c'est pour ça que je peux en parler, d'être au début d'un combat, le combat se déclenche et pour X raisons, il se trouve que j'ai pas d'adversaire devant moi et que le chemin pour aller trouver le trésor qui est à l'autre bout du donjon est ouvert, puisque les monstres sont occupés. Et je dis au MJ, ok, je profite, la porte est ouverte, j'y vais, quoi, je fonce. L'idée, c'est que derrière, je sais très bien qu'on va gérer le combat et que pendant une demi-heure, je vais rien avoir à faire parce que je suis en train de... Mais j'ai pris cette décision. En sachant que mon action était une action longue alors que les autres vont avoir des actions courtes, etc. Donc, tu vois, Morgane, es obligé de gérer comme ça aussi. Tu savais qu'en montant les escaliers, t'allais être un peu exclu de l'action ? En fait, ce que je savais, c'est qu'à partir du moment où tu étais dans l'action, le fait de monter l'escalier et la prise de parole allait être compliqué. D'accord. Okay. Quand je joue avec toi, je sais que c'est parfois y a des décalages, mais c'est un parti pris et ça on l'accepte quand on commence à jouer. C'est pas voilà. Après tu disais c'est pas que tes systèmes ne sont pas full débutantes et moi je suis une débutante éternelle. Mais en fait le truc tu vois c'est que les tours de parole pour l'enquête, je trouve ça fonctionne bien parce que chacun fait effectivement son truc. Toi effectivement Morgane, tu t'allais chercher du côté des voitures. Je ne sais plus d'ailleurs ce que tu faisais dans l'orphelinat toi. Qu'est-ce que tu faisais dans l'orphelinat, Anne, à ce moment-là ? Quand on a fait la scène d'enquête dans l'orphelinat où il a séquencé les tours, quelle a été ton action à toi ? Je me rappelle plus, mais t'es à un moment, allé interroger les nurses. T'as interrogé c'était au tout début, ça. Ouais, et ensuite t'as fait des copies de... T'as fait des copies de registres aussi. Oui. Chacun était dans son couloir, donc c'était normal. Mais par exemple, ça me viendrait pas à l'idée de faire un tour de parole pour une scène de discussion, par exemple. Les joueurs mettent en commun, tu peux pas faire un tour de parole. Oui, mais une scène de discussion où tout le monde est en train de discuter autour d'une table et ou même avec un PNJ, mais tout le monde est là, comme avec le médecin, etc. Ben là, on fait pas le tour de parole. C'est chacun prend la parole au moment où il veut parce que tout le monde est présent. Mais grosso modo, sur une scène où tu vas avoir une distorsion de rythme. Par exemple, typiquement, toi, tu es en train de bourriner le barman et donc ça se joue très très vite. Et à côté de ça, tu as une scène de quelqu'un qui est en train de fouiller une pièce où il y a une distorsion. Au lieu, clairement, ce genre de choses, moi, je le gère en mode... je vais ramasser au même endroit tout ce qui est du temps le plus long et je le ferai jouer après les temps les plus courts. Je vais pas... tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est toujours trouver le truc... C'est toujours trouver la manière d'organiser les choses, et y compris par des cliffhangers, et y compris par des... je te laisse faire un bout de truc avec le barman, et puis, je sais rien, bon, j'ai pas eu l'occasion de le faire pour plein de raisons, parce que ça a été assez vite avec toi, mais en haut, à un moment donné, j'estime que, ouais, là, il t'est arrivé au palier, et là, il y a des gens qui sortent d'une chambre, et donc, et là, on peut faire un bout de truc, enfin, c'est toujours l'idée de distribuer la parole, mais après... Il y a aussi un sens, tu regardes tes joueurs et tu vois comment ils sont concentrés, comment ils réagissent. Si tu vois qu'il y a un joueur qui commence à jouer sur ton téléphone portable, c'est le moment où toi, là, tu vois, c'est comme dans une salle de cours. Mais tu vois, tu relances les choses aussi. Tu vois, tu dis autrement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le tour de parole n'empêche pas quand même le meneur de jeu d'être vigilant. Ah bah bien sûr. Ah non, mais c'est pas la panacée, quoi. Non, c'est un outil parmi plein. Ouais. Et l'autre outil étant effectivement d'être attentif à tes joueurs, de savoir... et puis, éventuellement, d'essayer de repérer assez vite ce qu'ils vont aimer. Est-ce qu'ils vont aimer des grandes envolées lyriques ? Est-ce qu'ils vont aimer les plans tordus qui vont être compliqués à mettre en place ? Et enfin, tu vois, des machines de Golden Rub là, ou est-ce que ils vont attendre le combat avec impatience ? Est-ce que
ils aiment jeter les dés et ils gèrent tout en jetant les dés, ou est-ce que au contraire ils vont essayer autant que possible de dire au MJ je fais comme ça parce que j'ai pas envie de lancer le dé pour avoir le risque de rater, tu vois. Et ça il faut le sentir et il faut le jouer avec ce truc là aussi. Mais dans tes jeux on voit bien quand même que globalement une règle supplémentaire un peu tacite, c'est la maîtresse du jeu et au service de ses joueuses, tu vois, quelque part. Enfin, c'est ce qu'on a toujours dit sur tes jeux. Oui, comme je mets souvent, les règles comptent, mais les joueuses comptent encore plus. Ouais, okay. C'est-à-dire qu'il faut que si elles ont des bonnes idées et qu'elles sont intelligentes et qu'elles trouvent des solutions, les règles, tu t'assois dessus. Et puis le deuxième truc, c'est les règles comptent, mais la maîtresse de jeu compte encore plus. Et si la maîtresse de jeu trouve des moyens de gérer les choses sans s'occuper de lancer les dés, il faut qu'elle fasse aussi, quoi. En restant dans la cohérence et en restant dans... Alors je suis un peu embêté parce que Sébastien Delfino appelle ça la tyrannie bienveillante. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ce terme que je trouve très, très, très mauvais, très méchant pour le MJ. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce qu'il appelle la tyrannie bienveillante ? Ce qu'il appelle la tyrannie bienveillante, c'est le fait que... c'est l'inverse du ludisme, en fait. C'est le fait que quand les règles gèrent tout, et qu'elles sont les mêmes pour le MJ et les joueurs, alors les joueurs ne peuvent pas craindre une décision arbitraire ou le fait du prince de la maîtresse de jeu. Très bien. Et inversement, et donc par exemple, DD4 était très très bien pour ça, pour les combats par exemple, parce que effectivement les règles elles sont au-dessus de la table. Ouais. Elles sont pas entre les mains du MJ. On a eu l'occasion d'en parler avec toi au cours du one shot sur DD4 que je vous invite vivement à aller écouter. Voilà. Mais d'un autre côté, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait d'abord une certaine forme de confiance du MJ des joueurs vis-à-vis du MJ, et une forme de confiance de la maîtresse de jeu vis-à-vis de ses joueuses. Au sens où faut que la maîtresse de jeu se dise que non, les joueuses ne sont pas là pour niquer son scénario. Non, c'est pas grave si les personnages sont plus puissants ou changent le monde et l'univers. C'est pas, on joue pas les uns contre les autres, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on est dans le coopératif et on n'est pas dans la tyrannie. On peut pas être dans la tyrannie, je pense. Flavie, tu avais une question. Oui. Moi, j'aime bien. Alors, chacun ses goûts. Moi, j'aime bien le système de jeu. Par contre. Pourquoi faire un système de jeu différent, un mode de résolution différent pour la bagarre, pour les combats ? Je trouve ça presque dommage parce que je trouve que le reste est assez élégant en fait. Et quand je suis presque contente de ne pas avoir été là, de ne pas avoir fait de combat parce que je trouve ça triste en fait de passer ensuite en action-manœuvre qui en plus moi sont des c'est de ça dont tu sont parles, des trucs qui font que du coup moi généralement je suis pas très à l'aise là-dedans alors que le reste fonctionne très très bien. Donc pourquoi as-tu senti ce besoin ? Alors parce que moi j'aime bien la tactique, j'aime bien les combats, j'aime bien lancer les dés dans les combats, j'aime bien que les combats soient tactiques. En fait c'est un peu comme jouer à Fire Emblem ou à un tactical RPG. T'entends la musique qui fait wouh et là on passe sur un système de combat. T'as des conduits comment dire, de roleplay avec les images des PNJ qui apparaissent et des choix multiples dans les discussions qui amènent des trucs. Je vois que nous avons fait le même type d'RPG. Voilà, et puis à un moment donné, boum, la grille s'affiche et on met les figurines sur la grille et chacun bouge à son tour et c'est fun. Et en fait, c'est ce dont j'avais parlé à une époque, c'est le principe des mini-jeux. Dans le jeu de rôle. Et puis... Oui, c'est ce que j'ai marqué sur ma fiche, système générique pour du Grump. Voilà. C'est avec des différents systèmes pour différents moments. Et puis moi j'aime vraiment... Musard. Et puis moi j'aime bien l'aspect tactique des combats. Alors par contre, il faut que ce soit léger, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit fun, et il faut que ça respecte les mêmes règles que le reste du jeu, c'est-à-dire le plus important c'est le choix. Quand dans une enquête, vous cherchez à... Tu vois, typiquement, quand tu arrives devant le barman, t'aurais pu abattre le chien. T'aurais pu... J'ai pas voulu, pauvre bête. T'aurais pu te mettre devant la porte
et empêcher le chien de poursuivre le personnage de Flavie. Ouais. T'aurais pu juste se pencher vers lui et lui siffler à l'oreille. Dans la faute de place, je ferai pas ça. Je suis de la police, je veux pas faire d'esclandre, mais t'aurais pu y aller cool. Ouais, non, j'avais pas les caractéristiques. Oui, pour oui, ça. mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choix. Non, mais C'était pas cool. si, mais ce que je veux dire, ça reste des choix. C'est juste que le choix d'y aller cool avec lui n'était pas un choix optimum. Non. Au sens où tes caractéristiques n'étaient pas les bonnes, enfin tes compétences n'étaient pas les bonnes pour ça, Voilà. parce que tu étais plus à l'aise avec un flingue dans tes pognes qu'à lui susurrer des mots d'amour à l'oreille. C'est clair. C'est clair et net. Mais ça restait un choix possible. Et dans certains cas, des fois, il aurait pu, si par exemple la pièce avait été pleine d'ouvriers avec des manches de pioche et d'anarchistes eux-mêmes armés, il aurait été peut-être plus judicieux, même si tu n'étais pas à ton optimum de compétences, d'y aller plus, tu vois. Donc, dans tous les cas, tu passes ton temps à faire des choix. D'autant que même quand tu n'es pas dans ton optimum de compétences, rappelons que tu jettes un dé. Et puis, comment dire, dans le jeu de rôle, en fait, c'est le centre du jeu de rôle. Moi, c'est vraiment le truc important. D'ailleurs, si tu regardes les aphorismes qu'il y a dans le bouquin, il y en a plusieurs sur le choix. C'est le truc le plus important qu'il y a dans une partie de jeu de rôle, quoi. C'est le truc le plus intéressant pour les joueuses. C'est le MJ vous donne des trucs à faire et à un moment donné, vous allez devoir faire des choix. Et le combat tactique, c'est-à-dire le combat dans lequel tu vas effectivement pas faire une résolution générale, mais une résolution tour par tour avec qu'est-ce que je fais, comment je me déplace, comment je me pose, quel choix de me couvrir ou de tirer ou etc., ou d'aider mes copains, etc. C'est, en résumé, plein de petits choix, super importants tous, et qui mènent à la résolution d'une scène dans lequel le moindre changement de choix en cours pourrait donner un résultat différent à la fin. Et ce qui est intéressant pour moi, ce que j'aime, c'est que quand tu es sur un combat et que le temps est extrêmement court, tu fais donc plein de petits choix qui vont entraîner d'autres choix, etc. et qui vont créer une dynamique vers une résolution. Mais du coup, c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est pour dire, ce moment-là est important dans ton jeu. Pour moi, c'est parce que sinon, tu aurais pu garder la même chose. À ma table de jeu, c'est important. Voilà. Donc, dans mes jeux, c'est important. En matière de game design, effectivement, ce que dit Flavie est très vrai. C'est-à-dire que ça montre que le combat est un moment particulier dans ton jeu. Donc, le conflit, oui, mais toujours. Mais dans tous mes jeux, c'est-à-dire que. Il y a même des jeux qui tournent uniquement quasiment autour que de ça, quoi. Moi, je pense que c'est la marque là dans le système de résolution du fait qu'on est presque dans j'ai appelé ça du grume-feu noir. C'est sur ma petite feuille. C'est dans le roman policier, le moment de la résolution de fin, c'est le moment où on voit bien que même dans les films, la réalisation change. Et là, on a cette réalisation qui change. Tu as ton système pour faire du grume-feu noir. Oui, mais c'est comme dans Tarantino où les mecs ils vont causer, et puis au moment où ça flingue, c'est autre chose. Yeah, motherfucker! Il faudra un système pour faire des grosses. Non, parce que là, du coup, on rentrerait dans le pulp à la Die Hard et c'est pas ce qu'il veut, ce serait pas sérieux en fait. Je le ferais, mais par exemple, je bosse sur des jeux. Je te demande de faire un jeu où on peut dire des gros mots, ça donne des points en plus. Alors, il faudra que à l'occasion, je vous ferai jouer Daitoshi Underground Jaeger, qui est le projet en cours de développement, enfin un des projets en cours de développement, dans lequel les personnages sont des chasseurs de tueurs en série dans un Tokyo vaguement futuriste, et c'est ultra violent alors c'est ultra violent avec des scènes de crime horribles. Et oui, j'y ai joué. Des scènes de combat pulp noir violent. Alors ça donne quoi? Du Grimfugger. Ça donne quoi, Anne, rapidement? Moi je trouve ça assez séduisant quand on aime ce genre de thématique, quoi. C'est type quoi en fait? Ça ressemble à quoi en termes de film Alors en termes de film, c'est en lien étroit avec tout ce qui est univers de manga. Je dirais plutôt shonen pour ce jeu-là. Oui. Puisqu'il y a un travail capillaire à prévoir pour le personnage, comme dans tout manga qui se respecte. Bon, c'est un peu pour la petite histoire, mais quand même, ça a son importance. Voilà. En fait, le jeu est conçu comme étant tiré d'un manga paru il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années au Japon, et dont ce serait le JDR officiel.
officieux. Mais t'as pas le droit non, parce JDR que officieux. Non, c'est le JDR officiel d'un manga qui n'existe pas, mais dont dans le bouquin il y a une interview de la scénariste, il y a Il y a une analyse de fiction. l'œuvre, il y a une analyse de l'œuvre, des codes. Donc le jeu est présenté en présentant les codes du manga, comment il a été conçu, écrit, comment il présentait les héros ou pas, etc. Et effectivement, il y a le côté manga hyper violent. Donc vous décrivez du sang qui gîte partout. Voilà. Et puis il y a des Mais on tape crimes, des méchants, donc tout va bien. D'accord, ok. Puis voilà, ils enquêtent sur des crimes de serial killer avec des dégradations corporelles horribles, enfin voilà, c'est Bones, Meet Seven, Meet ce que vous voulez, quoi. Enfin voilà, Jeffrey Dahmer et compagnie à fond les ballons, quoi. De quoi ? Comment elle s'appelle déjà la série sur Netflix sur les serial killers? Ah oh bah merde, alors je sais plus. Il y a une excellente série, je sais pas si t'as Netflix à regarder sur les mecs du FBI qui ont créé en fait comment on suivait des serial killers. Ouais, vous connaissez cette série. Elle est très bien. Mais par contre, ils n'ont pas de création capillaire, donc c'est un peu dommage. Non, parce que ça se passe aux États-Unis. En fait, là, donc c'est un jeu sur lequel je bosse là, et l'idée c'est de prendre un Tokyo de 50 millions d'habitants. Là aujourd'hui le grand Tokyo c'est 35 millions, donc on est un peu plus tard dans le futur, mais on passe à 50 millions, mais avec le taux de criminalité de Détroit. Donc 25 000 meurtres par an, 100 000 viols et agressions sexuelles. Il y a moyen que du coup le taux de personnes de population baisse drastiquement assez rapidement. Oui, mais pas tant que ça en fait. Ils ont pas le choix, hein. Et on murmure que plusieurs tueurs en série opèrent en même temps sur Tokyo et parfois même en coopération. Voilà. Et donc les personnages sont des chasseurs de tueurs. Alors, une des originalités du jeu, du point de vue éditorial aussi, ce sont ces illustrations avec justement ces maximes dont tu parlais tout à l'heure, qui sont écrites en grand dans le texte. Voilà, je sais pas, je peux en citer une. On rêve tous de changer le monde, laisser les joueuses y parvenir. Je peux en citer une autre. La maîtresse de jeu est la représentante de l'univers, mais pas son tyran. Qu'est-ce qu'on a ? Jouer, c'est transgresser, mais agresser n'est pas jouer. Enfin, des phrases comme ça. Pour garder l'autorité narrative, je l'aime bien celle-là, il faut savoir la partager. Ces phrases, ces maximes, en fait, servent de règles pour le système de jeu, en fait. Tu vois, là, on a parlé beaucoup du système de résolution dans ce podcast, mais le système de jeu, donc c'est-à-dire l'interaction que la maîtresse du jeu, doit avoir avec ses joueuses, est régulée et expliquée par ces grandes maximes, en fait, ça, effectivement, c'est une des grandes originalités de ce travail, je trouve. À la base, je voulais mettre je me disais, des règles génériques. Justement, je suis un peu dans cette approche-là. Les règles génériques, c'est pas l'anathème, mais fondamentalement, ça correspond pas à quelque chose. Donc du coup, j'ai vraiment réfléchi en me disant, ok, c'est des règles que je générise, mais pour faire quoi précisément avec ? D'où le dernier chapitre du jeu, là, c'est les 2 pages qui expliquent l'ordre, la manière dont on doit utiliser le jeu. Et puis je me disais, sur un jeu comme ça, il serait bon qu'il y ait un chapitre conseil à la maîtresse de jeu, conseil de jeu, etc. Et j'arrivais pas à l'écrire, et tout ce que j'écrivais, je trouvais ça pontifiant, chiant. Enfin, de quel droit je peux écrire de la théorie et des conseils de jeu, quoi. Enfin, au sens où c'est valable à ma table. Et en vérité, si tu regardes l'ensemble des parties que je fais toute l'année, très souvent, je balance mes propres conseils et je les utilise pas ou je sais pas les utiliser correctement. Oui, mais en même temps, c'est en lisant ces conseils qu'on peut s'imaginer ce que c'est que d'être à une de tes tables. Donc en fait, et du coup, je me suis dit, voilà, si je fais si j'essaie de les résumer sous la forme d'aphorismes courts, peut-être que j'éviterai le côté pontifiant. Voilà, Alors je trouve ça assez réussi parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que pour les gens qui connaissent très bien le jeu de rôle classique et qui le maîtrisent depuis des années, ce sont des aphorismes qui font réfléchir, même si on est maître de jeu depuis longtemps. Donc ça permet, pour quelqu'un qui a de la bouteille, en fait, ça lui ouvre des champs de réflexion. Le côté aphoristique, de toute façon, fait toujours un peu, koan, matière à penser. Tu vois, ça invite forcément à réfléchir.
Donc ça, c'est voilà, pour les gens expérimentés. Et puis pour les gens qui ne sont pas expérimentés, bah, finalement, c'est des règles très simplement énoncées qui, si elles sont respectées, donnent lieu à une maîtrise, on va dire, satisfaisante de ton point de vue. Donc, normalement, je trouve oui. ça assez original. De quoi tu es particulièrement fier dans ce système? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as dit « Ok, je l'édite parce qu'il y a quelque chose, il y a un truc que j'ai trouvé là-dedans. » Je sais que tu es un mec comme ça. Il y a toujours une petite pépite, un petit truc qui fait que ça te pousse à l'édition, tu vois. Et tu te dis « Ah, ça, c'est le truc qui me donne envie d'éditer le jeu. » Je me trompe? Alors... Chaque fois que... Ouais, alors en fait, à la base, donc, le système, je l'ai écrit pour m'autoriser... Enfin, on a fini une campagne de Warhammer qui a duré 1 an et demi avec mon groupe habituel. Et on était fin juin et je leur dis, bon, à la rentrée, vous voulez jouer à quoi? Ils me disent, ce serait cool qu'on fasse du steampunk et tout. Donc j'ai bossé. Donc du coup, pour la rentrée, je leur ai écrit une campagne steampunk et j'ai écrit les règles pour. Voilà, donc je suis parti un peu de 2-3 idées que j'avais et puis que j'ai essayé de. Puis ensuite, on a beaucoup. On a playtesté, on a modifié des trucs à la table de jeu au fur et à mesure. Voilà. Donc ça a été la base. Et puis. Non mais d'accord, mais moi aussi je bricole des tas de trucs. Attends. Et non, moi aussi je finis bricole des tas de trucs, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as envie de le rendre public? Justement, donc. De toute façon, je pars du principe qu'à partir du moment où je bosse sur un jeu, vu que je suis mon propre éditeur, si effectivement ça fait le cut, c'est-à-dire si j'ai l'impression d'avoir que le jeu a quelque chose à dire ou qu'il est intéressant, etc. Je vais le sortir. Donc à la base, j'ai sorti le système de jeu parce que c'était celui que j'ai utilisé pour faire jouer à Rage Victoria et que donc il correspondait vraiment bien à l'ambiance que je voulais donner dans Rage Victoria. Puis ensuite, il y a des gens qui ont joué avec, qui s'en ont emparés. Quand on a commencé à travailler sur l'idée, donc j'ai fait plein de playtests extérieurs et j'ai confié une copie du jeu, enfin de la réécriture génériquée à des joueurs autres que je connaissais pas et qui m'ont fait des retours et on a modifié le jeu, on est revenu dessus, on a encore amélioré avec leurs retours. Et puis moi j'avais commencé à écrire plein de trucs sur ce jeu. C'est-à-dire que j'avais commencé à écrire, il y avait des chapitres consacrés au médiéval fantastique, des chapitres consacrés au tu l'avais pensé cyberpunk. De base de toute façon pour un univers générique, quoi. Ouais, et puis surtout l'idée, enfin la première rédaction, c'est me donner un jeu qui aurait fait 4 fois cette pagination-là avec plein de conseils et plein d'idées supplémentaires et plein d'options dans tous les sens et plein de trucs. Et en fait, à un moment donné, le jeu, il a juste bloqué. Et il est resté bloqué pendant quasiment 1 an. Parce que j'arrivais pas à écrire toutes ces pages de conseils, de trucs. J'avais le plan, mais le contenu était pas intéressant, quoi. Et je l'ai repris un peu par hasard parce que j'avais besoin de faire une sortie, parce que j'avais envie de rejouer avec, etc. Et en le reprenant au bout d'1 an sans avoir travaillé dessus, je me suis rendu compte que c'était juste plein de scories, plein de trucs lourds, plein de poids qui ne servaient à rien. Et j'ai coupé partout, mais vraiment coupé partout, ce qui m'a amené à trouver de nouvelles options de jeu beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus simples, et à faire un bouquin de 60 pages au lieu d'un bouquin de 200, quoi. Et j'ai coupé, et à ce moment, et quand j'ai eu fini de couper, tout d'un coup c'était bah ouais, c'est bon. Et il m'a fallu 2 jours pour tout couper, pour que le jeu accède à cette forme finale très légère. Et ça a été 2 jours où j'ai juste enlevé, en fait. Donc en fait, c'est la légèreté, enfin, quand j'étais jeune créateur de jeux et que j'étais venu te voir, n'est-ce pas, tu m'avais dit le plus difficile dans l'écriture, c'est la simplicité. Ça m'a marqué, vraiment, cette phrase m'a marqué. Et là, tu dirais en fait que sur ce jeu, c'est un peu ça, quoi. Tu as réduit en fait le jeu à sa quintessence, et c'est ça qui t'a motivé à le publier. Ça, et puis le fait que j'avais besoin d'une sortie pour avoir des sous. C'est aussi une grosse motivation, toujours. Okay, mais parce que voilà, et on a une nécessité aussi de produire et de faire des choses bien. On va pas sortir des bouquins bâclés, mais voilà. Et mais cette leçon là c'est un truc, c'est quelqu'un d'autre qui est un auteur de romans et de pièces de théâtre et tout. Waouh! Il y a un mec qui est en train de jouer dehors, mais qui m'avait dit, en fait, le plus difficile, c'est, quand tu écris, tu mets des échafaudages.
Et le dernière opération que tu dois faire, c'est d'enlever les échafaudages dans l'écriture. Donc d'enlever tout ce qui dépasse et tout ce qui n'est pas utile et tout ce qui t'a servi à arriver à construire ton truc, mais qui maintenant doit disparaître. Et beaucoup d'auteurs n'enlèvent pas leurs échafaudages, en fait. Ils les laissent parce qu'ils considèrent que ça fait partie de l'architecture finale, quoi. Sauf qu'en vrai, non, c'est juste un échafaudage. Si tu l'enlèves pas, tu montreras pas la belle façade que tu as réussi à créer derrière, quoi. Ou le beau bâtiment que tu as réussi à construire. Donc, et c'est vrai que sur ce jeu-là, ça a vraiment été... mais c'est un truc auquel j'essaie de m'astreindre vraiment sur mes projets perso depuis un moment. C'est t'écris des trucs un peu au kilomètre, et puis à un moment donné, tu reviens dessus et tu sabres. Et ok, t'as une belle formule qui sonne bien. Ouais, mais si à voix haute, tu te rends compte qu'elle te rajoute une respiration en plus qui n'était pas... parce que relire les textes à voix haute, même les textes de règles, c'est vachement bien. Hein. Ouais, moi je le fais régulièrement. Fly m'entend. Façon le gueuloir de Flaubert. Oui. Voilà. C'est chiant. Ouais. Mais c'est un super exercice de lire à haute voix ce que tu écris, parce que t'entends les rythmes. Répétitions, les rythmes. T'entends les répétitions, t'entends les assonances, puis tu corriges tout ça jusqu'à obtenir un truc, même pour des règles. Même pour des règles, tu finis par obtenir quelque chose qui est agréable à l'oreille, donc qui est agréable à lire et donc qui est simple à lire. Mais tout ça, ça veut dire qu'il faut commencer par écrire beaucoup, puis après il faut sabrer, et il faut pas chercher à se faire plaisir en fait. Parce que si tu cherches à se faire plaisir en gardant les belles formules et les beaux trucs dont tu es super fier parce que sur le coup tu étais trop content d'avoir trouvé une idée, au final tu rends service à personne, quoi. Surtout pas à ton texte. Je dis pas tout à fait la même logique, mais enfin bon, c'est intéressant de t'entendre et de voir tes analyses. Merci LG, je suis un peu... la prochaine fois, parce que là c'est moi en fait, j'avoue, c'est moi qui suis venu avec Cerbère dans la poche, j'avais vraiment envie de tester le jeu, parce que c'est le dernier jeu de Grumpf que j'avais testé. Et puis en fait j'arrive ici, et puis il me montre plein de super trucs. Couverture cartonnée et tout, regarde, j'ai fait ça aussi, j'ai fait ça, et là tu viens avec Cerbère, c'est mon plus petit jeu de ces derniers temps et tout. Et je fais oui, mais j'étais pas au courant en fait de tes sorties. Donc il faut que tu trouves un moyen on va trouver un moyen. Ouais. Il faut trouver un moyen, parce qu'en fait, tu vois, je suis passé complètement à côté. Là, par exemple, moi je croyais que c'était ton dernier. Cette année, là en un an, j'ai sorti que 4 jeux, donc c'est pas non plus. Par rapport aux 10 de l'année précédente. Oui, je comprends. J'ai un peu réduit la voilure, forcément. Mais les jeux étaient plus gros, plus massifs, plus longs à écrire, traduire, illustrer. Enfin, ça m'a pris plus de temps, quoi. Ouais, vraiment... du coup, pour la prochaine fois, je ferai mes devoirs. Je vais lire le Vaste Monde. Et puis, on en fera une belle partie. Et puis, elle a l'air cool. Ouais. Moi, je suis assez impatiente de lire aussi. Mais ouais. Comme je disais, le Vaste Monde, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de... peut-être 10 ans de boulot et beaucoup de tests. Beaucoup plus fier. Je suis désolé, je m'excuse. Non, mais je suis fier de Cerbère parce que je trouve qu'il fonctionne très bien. Je trouve qu'il fonctionne super bien. Et puis, je pense qu'il y a plein de trucs que vous avez, plein de petites subtilités que j'ai pas pu mettre en œuvre, ou très peu. Ouais. Mais le fait que si ta compétence elle te sert pas complètement, ou ta maîtrise, etc., ça te rapporte pas le dé complet, mais seulement un avantage. Enfin, tu vois. Puis j'ai pas eu l'occasion. Ça, on en a parlé un petit peu. Ouais. J'ai pas eu beaucoup d'occasion de faire jouer les désavantages, parce que ça vient plus avec un peu plus de jeu. Mais tu vois, moi j'aurais une critique de fond à faire à Cerbère. C'est qu'en fait, tu dis c'est un système générique. Mais en fait, c'est pas un système générique. C'est un système de résolution générique. Et c'est pas la même chose. Ça gère en fait les... Oui, mais c'est des mécaniques. Mécaniques pseudo-génériques, puisqu'en plus, c'est même pas générique au sens où tu feras pas du pulp avec, et tu feras pas du caractère central. Presque générique. Il s'est protégé. Il s'est couvert. Justement, pour moi, c'est vraiment pour faire, comme je t'ai dit tout à l'heure, du Grumpf noir. Hein. Il y a un certain type de choses qui correspondent à un certain canon. Tu peux pas du tout masteriser... une histoire où on est autour de la table et où il se passe un truc dans la famille avec ça. Tu connais Valentin T, qui intervient de temps en temps dans les micros de la cellule? Il a une théorie en ce moment sur le jeu qui me plaît beaucoup, c'est que quand on lance les dés, on joue pas. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est que si je lance les dés,
je laisse le dé prendre la décision. Or, comme le jeu, c'est justement, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est faire des choix, en fait. Le moment où on lance le dé, on joue pas, en fait. On attend le résultat du dé pour savoir comment on va jouer après et qu'on nous fournisse du matériel pour jouer. Et donc, j'ai envie de dire, en fait, que tu vois, Cerbère, là, tu as donné tous ceux avec... tu décris tous les moments pendant lesquels on ne joue pas dans le jeu et qu'en fait, tout ce qui se joue, c'est ce qu'il y a autour, en fait, tu vois. Alors, je suis pas... Alors pour le coup, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Justement, c'est pour ça que je te parle je suis de ça, pas d'accord. J'étais sûr que ça allait t'énerver. Là, par exemple, tu vois, il y a parce que j'ai entendu qu'il pouvait s'énerver dans la cuisine tout à l'heure. Ouais, moi aussi, c'était ouf, je vous jure. Incroyable. Gruff n'est pas toujours calme, en fait. Des fois, il peut s'énerver. Mais nous, on était persuadés. Il nous a dit de pas en parler dans les micros. Yeah. C'était un énervement très léger. Hein, non, parce que quand je suis très énervé, je casse des portes, donc ça marche pas. Le truc, c'est que dans quasiment tous mes jeux depuis longtemps maintenant, il y a un truc que je mets qui s'appelle la règle d'or. Voilà. Et alors, moi, c'est ma règle d'or. Et que j'utilise à ma table depuis très très longtemps, que mes joueurs, quand ils maîtrisent, utilisent maintenant, et qui est un truc tout bête. C'est quand la maîtresse de jeu ne sait pas ou ne veut pas choisir, donner une réponse, ou voilà, par exemple, est-ce que le train arrive à temps pour qu'on puisse aller au magasin central, ou est-ce qu'il arrive après la fermeture du magasin central? Moi, MJ, qu'est-ce que j'en ai à faire que le magasin central soit ouvert ou fermé? Donc, je lance un dé. 1, 2, 3, je lance un dé 6. 1, 2, 3, le magasin est fermé. 4, 5, 6, le magasin est ouvert. Moi, je choisis rien. Parce que les deux cas, c'est intéressant. S'il est ouvert, les joueurs vont pouvoir faire un truc. S'il est fermé... Quand tu lances le dé, c'est un non-choix. Mais parce que c'est un non-choix, mais c'est un choix narratif. Mais mais ce que je veux dire, c'est que c'est un non-choix conscient, mais je fais le choix de ne pas décider, je lance le dé. Le dé me dit que les circonstances, dans l'histoire, les circonstances diégétiques vont être de telle nature. Et à partir de là, l'histoire elle part dans un sens. Bien sûr, c'est ça. Mais c'est ce qui se passe après le lancer de dé qui est intéressant. Mais non, parce que le lancer de dé qui crée cette situation diégétique, il est intéressant en soi. Quand tu lances un dé et que tu fais une réussite exceptionnelle, parce qu'à un moment donné, tu t'es mis dans la position de lancer le dé, et pas simplement ou que le MJ t'a mis dans la position de lancer le dé, où t'as pas simplement dit oui, non par rapport au truc, c'est du même truc, c'est du même effet. C'est-à-dire, là, j'ai pas envie de prendre une décision, parce que, en vérité, tous les résultats, toutes les décisions que je pourrais prendre ont une valeur, ont un intérêt diégétique égal. Donc, je ne choisirai pas. D'accord. Et ça rejoint le truc de tout à l'heure je te fais pas lancer les dés, tu trouves l'indice. Parce que il n'était pas également intéressant que tu trouves l'indice ou que tu ne le trouves pas. Oui, il était intéressant que tu trouves l'indice. Tu ne l'aurais pas trouvé, ça m'aurait foutu dans la merde en termes de temps de jeu, ça aurait mis une demi-heure de plus dans le jeu, etc. Donc diégétiquement, ça n'était pas intéressant que je te fasse faire un jet que tu puisses rater. Tu es en train de reconnaître que tu ne fais lancer les dés que quand les choix sont... je fais lancer... En gros, si un joueur me dit... C'est-à-dire que quand je lance les dés, en fait, ce qui compte, c'est le résultat que vont me fournir les dés. C'est de l'aléatoire. Enfin, c'est de l'aléatoire entre des choix également intéressants. Voilà, c'est de l'aléatoire entre des choix également intéressants. D'accord. Mais si je rate, c'est intéressant. Si je réussis, c'est intéressant. Mais toujours avec l'idée, et ça, pour moi, c'est hyper important par rapport à d'autres systèmes justement auxquels je joue et que j'aime pas trop. Avec l'idée que moi, MJ, le choix est également intéressant pour tout. C'est pas forcément le cas pour le joueur. Donc le système de jeu, si le système de jeu est juste à un moment donné un aléatoire, ou même pour le joueur finalement toutes les réponses vont être les mêmes, également possibles, le joueur ça l'intéresse pas parce que lui il veut un truc en particulier. Le MJ il est prêt à prendre toutes les conséquences parce que toutes seront intéressantes. Le joueur, il peut avoir envie plutôt de telles conséquences qu'une autre. D'où l'intérêt que le système de jeu lui permette au joueur ou à la joueuse
de manipuler suffisamment, disons, de faire jouer suffisamment son esprit et son intellect pour dire au MJ, oui, mais si j'utilise tel truc, oui, mais si je me mets dans telle situation, oui, mais si je fais attention à tel truc, alors je peux manipuler suffisamment les probabilités pour que j'ai plus de chances d'obtenir une conséquence diégétique qui me favorise ou qui me plaise ou qui m'intéresse moi. Même si toi, MJ, en fait, tu serais tout aussi ravi que je réussisse ou que je rate. Très bien. Tu vois ? Alors, je vais pas parler à la place de Valentin, mais par contre, je sais que Valentin adore ton travail et me dit les podcasts avec LG, c'est du pain béni pour moi, etc. Et donc du coup, parce qu'il adore l'OSR et il aime beaucoup les théories autour de l'OSR, enfin, il s'intéresse également à toutes les théories, d'où qu'elles proviennent. Donc la prochaine fois, quand tu viendras à la Barreau, j'essaierai de faire en sorte que Valentin soit là et on organisera un débat sur ce sujet entre vous pour voir ce que ça donne, parce que je pense que ça peut être très intéressant de nous faire dialoguer sur ce sujet. Voilà, ceci en conclusion, parce que malheureusement, nous, on doit quitter le terrier. Il va être l'heure de partir pour nous. Merci LG, merci Anne, Grum, merci Morgane. merci Anne. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien. On dit au revoir.